La paix soit avec vous, donc chronique numéro 12. Je voudrais traiter un petit peu de la gestion aujourd'hui des relations et des expressions dans le cadre des échanges des médias sociaux. Vous constatez, à la lumière du quotidien, puisque aujourd'hui on peut considérer que l'expression des médias sociaux recouvre les différentes activités qui intègrent bien entendu la technologie et l'interaction sociale. Sans oublier, bien entendu, la création du contenu. Alors, tous ces éléments qui, pour beaucoup, sont assez nouveaux, par le biais de ces moyens de communication sociale, nous avons des individus, des groupes d'individus qui collaborent, qui créent ensemble du contenu sur le web, qui organisent parfois ce contenu, l'indexent, le modifient, font le plus souvent des commentaires et le combinent avec des créations personnelles. Nous voyons de ci, de là se créer des communautés de partage, d'informations, de discussions, de forums. Alors bien qu'aujourd'hui tout le monde connaisse, je dirais, ou entendu parler des médias sociaux, il convient, de souligner que ces évolutions d'usage d'Internet, que nous vivons depuis quelques années déjà, introduisent une nouvelle dimension, voire une nouvelle praxis dans la structuration traditionnelle des modes de communication. Alors cela, bien entendu, n'est pas en reste. Alors le public n'est plus seulement récepteur, il est devenu un relais, voire même un émetteur, renforçant ainsi, dans son isolement, je dirais, son pouvoir. Rappelez-vous, ce consommateur d'autrefois, simple cible du marketing, peut désormais, aujourd'hui, donner son avis, faire et défaire un succès, recommandé ou non, organisé, voire même s'organiser et exiger. Alors, là, je viens de planter le décor sur la zone positive. Maintenant, finalement, au fond, nous restons toujours dans la même dynamique euh, du réel, même si aujourd'hui nous sommes dans le virtuel, le réel est une constante. Et nous avons des conflits, et nous pouvons constater que le conflit qui est, somme toute, un affrontement entre des intérêts, des valeurs et des actes, voire même des procédures, qu'on appelle un désaccord, une idée s'opposant à une autre, il peut y avoir un désaccord sans qu'il y ait conflit. Bien entendu, les personnes sont absolument virtuelles, mais dans je dirais, dans l'organisation, dans l'existence et dans l'intervention, nous sommes dans un fait réel. Donc, la perception que nous possédons aujourd'hui de cet outil, c'est que le système de pensée, qui est un générateur de structures mentales auto-organisées, et dont, je dirais, la façon dont nous décodons les symboles est différente pour chacun, et il n'en demeure pas moins que cela reste finalement euh, dans le domaine du réel. Et c'est là où, pour parler de cette différence qui engendre, je dirais, des conflits, nous avons premièrement l'aspiration première de tout individu, qui est la sécurité, ça c'est une chose tout à fait légitime. Le changement inspire le danger parce qu'il représente la perte de repères, x est égal à un inconnu, perte d'une condition établie et sûre. Nous avons également les réactions au changement qui sont source de conflits. Bref, nous avons tous les ingrédients de la réalité. On le constate aujourd'hui, la négociation, si elle éloigne le conflit, elle garde les contradictions.
négociation qui aboutit à des compromis sur l'argumentaire, finalement, au fond, rien de nouveau vis-à-vis du réel. Et si elle n'aboutit pas, elle renforce les positions de chacun. C'est ce que je m'évertue à dire quand il y a esclandre et esclandre violente, le débat est faussé. Et finalement, l'idée première est trahie. Nous avons aussi un concept qui peut être inconscient, mais qui est somme toute qui dénote une certaine réalité, c'est le combat et la guerre comme valeur. Alors bien entendu, tout comme le virtuel fait partie du réel par l'existence de l'individu à travers son ordinateur ou son smartphone, et qui de plein fouet aujourd'hui fait partie de la société, dans notre société, l'esprit combatif valorise l'individu. Cela n'a pas changé finalement. Or, dans le cadre d'un conflit interne, comme sur des réseaux sociaux, il est un non-sens. Il n'a aucun effet créatif, voire même au contraire. Quand on observe de plus près, les luttes intestines n'engendrent aucune dynamique, sinon celle de la destruction. Alors les conséquences de ce genre de conflit, c'est que quand on met en relation finalement avec les causes et les différentes parties, ne réagissent pas de la même manière. Les individus sont tous différents. Premièrement, chaque partie reste sur sa position rigide. Aucune des parties ne tente de proposer une alternative aux idées qui s'affrontent. Par nature, on vient débattre avec des idées reçues, persuadé que la raison est dans le camp de celui qui l'invoque. Or, ce qui va se traduire bien entendu par une certaine forme de rigidité de l'argumentaire, entraînant une perte de temps, d'énergie et de discussion stérile. L'intelligence, l'esprit créatif de chacun sont utilisés dans le seul but de détruire, mis au service finalement au fond de conflits à qui mieux et sera le plus fort et sortira de cette joute gagnant. Et bien entendu aura pour conséquence de ne absolument pas améliorer une idée. Et l'idée la plus forte, ma foi, prend le dessus. Ce que je pense, à mon sens, ce n'est pas forcément la meilleure. Alors, vous me direz, pourquoi a-t-il fait audio sur cette problématique, sans y apporter une esquisse sans prétention de réponse? Alors, même si un conflit peut être la manifestation, je dirais, d'une différence, voire même d'un antagonisme, dans ce cas d'espèce, et qu'on sait pertinemment que crescendo, ce conflit va être néfaste et générer de graves perturbations dans l'organisation humaine, même si un conflit peut rendre d'une réalité, d'une mise au point qui s'impose face, je dirais, à des débats d'idées, alors le conflit est une chose, je dirais, nécessaire, si ce n'est positive, dans la mesure où les individus ont gardé à l'esprit le respect, la reconnaissance de l'autre, l'acceptation, qu'il puisse y avoir, je dirais, des points de mire, qui n'aient pas été compris par la partie adverse, car nous sommes également dans ce qu'on appelle la pédagogie, ce qui est une science assez compliquée, car celui qui enseigne comprend une chose d'une façon personnelle, et celui qui reçoit l'enseignement le traduit d'une autre façon. Donc le conflit
qu'il faut s'attacher à résoudre est une opposition d'intérêts, de sentiments, et surtout quand le sentiment rentre en ligne de compte, la chose est encore plus faussée. Alors si l'opposition s'effectue dans la complémentarité, c'est-à-dire dans la situation bien réfléchie, bien comprise, qui est statique, sinon positivement dynamique. Chacun assume et renforce, je dirais, sa différence. C'est une douce et saine bataille qui pousse l'un et l'autre à se surpasser sans entraver les manœuvres de quiconque. Si l'opposition constitue plutôt une confrontation inéluctable, le conflit est imminent et nécessite d'être traité. Alors, précaution obligatoire, les ruptures, les crises sont nécessaires et bénéfiques, bien entendu, si elles n'aboutissent pas à un mieux-être. Parce que finalement, au fond, ce qui doit en ressortir d'un débat, d'un échange, c'est un enrichissement mutuel. Dire, bon, très bien, je ne suis pas d'accord avec la partie adverse, c'est entendu, c'est un fait. Mais il m'a apporté des nouvelles interrogations. Il m'a apporté une nouvelle vision des choses. Alors, quelle que soit la situation, les perturbations, les contradictions doivent donner libre cours à la créativité. Et c'est en cela que finalement, au fond, euh, on peut traduire une bonne relation d'opposition ou même d'adversaires respectueux dans le fait que cela donne les moyens à la créativité de s'exécuter. C'est une des raisons pourquoi, sociologiquement, il est très important, voire même psychologiquement, excusez-moi de ces néologismes, de comprendre les types de conflits pour mieux les gérer. Par exemple, on l'utilise sciemment pour tester le pouvoir d'un individu, ses aptitudes, risque finalement au fond que l'une des deux parties pousse ou provoque l'autre en vue de mesurer son pouvoir. Et dans les différents conflits, nous avons le conflit instrumental, qui est finalement, je traduirais cela par un désaccord sur les moyens pour atteindre une finalité. Le risque également que cela apparaisse comme une incapacité à déléguer, voire à communiquer, et ce n'est pas le but. Le conflit également sur les orientations, les stratégies. L'objet du conflit concerne la détermination des objectifs, je dirais, de celui qui intervient ou qui apporte, je dirais, un nouveau son de cloche. Alors, quels sont les risques? Quand le conflit est trop larvé, nous avons des risques de démission je dirais, des protagonistes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent plus intervenir. D'autres vont rentrer dans un système de sabotage, et malheureusement le sabotage peut être réciproque, d'atonie, d'attente de l'erreur de l'adversaire, n'ayant plus cette écoute, si ce n'est que de scruter où la faiblesse peut demeurer. Ensuite vient et apparaît le conflit de personnes. Je pense que celui-là est le pire. Il résulte d'une mésentente entre deux personnes se traduisant par des discours discriminatoires, se jetant l'anathème mutuellement, sortant du virtuel pour rentrer dans le réel. Nous avons également bien entendu les risques de manipulation, de conflits généralisés, de mauvaise ambiance, se traduisant in fine par l'abandon ou la disparition des intervenants de qualité. Nous avons aussi également le conflit sur les valeurs, ce qu'on appelle plus communément la confrontation de deux croyances, de deux idées diamétralement opposées, voire différentes. Des risques de troubles psychologiques, car il faut savoir aussi que même si nous sommes dans le virtuel, les gens sont touchés dans le réel. Derrière un clavier, derrière un smartphone, nous avons un individu. Et la voie de conséquence, c'est que à long terme, il y aura
plus de possibilités durables de coopération. Est-ce que finalement, c'est l'objet cherché dès le départ? Absolument pas. Et enfin, nous avons également le conflit interne lorsque la critique sur la pensée ou l'esprit de certains ou les opinions est systématique, mais cachée par l'un ou plusieurs, ou entre eux. Le risque, par exemple, de démobiliser l'organisation, la petite entité qui aurait été créée, et d'engendrer finalement une concurrence contre-productive entre les différents services, voire même notamment du fait d'un mauvais passage de l'information, ou une mauvaise compréhension. Rappelez-vous, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la problématique de l'enseignant et de celui qui reçoit l'enseignement. Alors, pour éviter les malentendus que provoque quelquefois l'ambiguïté du langage, ce qui est pire dans le virtuel, car on ne sait pas à qui on a affaire derrière. Tandis que dans le réel, on a l'individu physiquement présent. On le fréquente, on le côtoie. Alors, comment comprendre la nature, je dirais, de la perception et être conscient des pièges du langage? Comment avoir une pensée créative en explorant, je dirais, notre comportement face à une situation? Alors, effectivement, l'idée de départ, je dirais, est acceptée sans être attaquée. On accepte la réalité. Bon. Quand je dis acceptons la réalité, c'est que pour qu'il y ait un débat constructif, c'est que déjà nous sommes d'accord sur une situation. Même si après on en tire des réflexions différentes, il faut déjà accepter la situation. Ensuite, les deux parties s'impliquent dans l'exploration de la construction créative. Le temps doit être utilisé intelligemment dans un esprit créatif. L'opposition des idées est simplement reconnue, mais ne fait pas l'objet d'un affrontement. On propose de modifier la formulation de l'idée, on tente de réconcilier les idées apparemment si différentes, l'idée nouvelle est conçue et évaluée en commun, voire critiquée dans le sens positif, du sens présocratique, criticos, analyse, dont le conflit, finalement, au fond, doit être apaisé. Maintenant, je me suis permis de faire cette petite audio parce que je vois de plus en plus la trahison des idées, de la recherche de l'enrichissement des connaissances à travers ce que possède tout à chacun, par finalement, au fond, une relation qui finit en pugilat. Donc voilà, je voulais traiter un petit peu de cette problématique d'une façon succincte, des conflits qu'il peut y avoir sur des médias, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas complet, bien entendu, parce qu'on pourrait en parler des heures, y faire intégrer la sociologie, la psychologie, voire même à des moments, et je n'aime pas trop ce terme, parce que je le laisse aux spécialistes, la psychiatrie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.